Le silence du cimetière du Père-Lachaise, ce 14 octobre, était une chose dense, presque solide. Un silence de convenance, tissé de murmures polis et du bruissement des feuilles d'automne sur les allées de gravier. Julien Moreau se tenait à l'écart, près d'un mausolée de pierre grise, les mains serrées dans les poches de son manteau usé. Il ne faisait pas partie de ce monde. Les costumes sombres valaient plus que son loyer annuel, les regards qu'on lui jetait étaient brefs, interrogateurs, classant immédiatement son visage ordinaire et sa posture un peu raide dans la catégorie des erreurs, des intrus. Le prêtre terminait son homélie. Les mots flottaient dans l'air froid, des mots sur la vie, le passage, l'héritage d'Hélène Dubois, la milliardaire discrète dont l'empire financier touchait à tout, de la technologie à la philanthropie. Julien sentait le temps se contracter, chaque mot était un pas de plus vers l'irréversible. Le cercueil d'acajou, posé sur des tréteaux au-dessus du caveau familial ouvert, brillait sous le soleil pâle. Il était si lourd, si définitif. 4 hommes en uniforme s'avancèrent. Le neveu et unique héritier, Antoine de Vérac, un homme au visage lisse et à l'élégance froide, fit un signe de tête imperceptible. C'était le signal, le moment. Le cœur de Julien battait contre ses côtes, un rythme sourd et paniqué. Il avait tout repassé dans sa tête 100 fois, 1000 fois. Le protocole, les conséquences, le visage de sa fille, Léa. Il avait pesé sa parole contre celle d'un système entier, sa conviction contre des rapports médicaux signés par des sommités. C'était une folie. Une pure folie. Les hommes saisirent les poignées dorées, le bois du cercueil grinça légèrement, le son déchira le silence respectueux. Pour Julien, ce fut comme un coup de feu. Il ne pouvait plus reculer. Il sortit de l'ombre du mausolée, marchant d'un pas qui se voulait assuré mais qui tremblait légèrement sur le sol inégal. Il n'éleva pas la voix, il ne cria pas. Il parla d'un ton clair, factuel, qui porta pourtant dans le silence soudain de l'assemblée. Arrêté, tous les visages se tournèrent vers lui, des visages surpris, agacés, méprisants. Antoine de Vérac se retourna lentement, un léger froncement de sourcils marquant son front impeccable. Il ne reconnut pas Julien tout de suite, juste un homme, un problème, pardon. Dit Antoine, sa voix basse et tranchante comme du verre. Julien s'avança encore, s'arrêtant à quelques mètres du trou béant. Il regarda le cercueil puis Antoine, « Ne faites pas ça, elle est vivante. » Un murmure parcourut la foule, ce n'était pas de l'inquiétude mais de l'indignation, un scandale. Qui était cet homme, un déséquilibré, un journaliste en quête de sensationnel? L'avocat de la famille, un homme corpulent au visage rouge, s'interposa. « Monsieur, je vous demande de quitter les lieux immédiatement, ou nous serons contraints d'appeler la sécurité. C'est une cérémonie privée. » « Je sais ce que c'est, » répondit Julien, sa voix ne faiblissant pas. Il s'adressa directement à Antoine, ignorant l'avocat. « Vous savez que j'étais de service, vous savez ce que j'ai signalé. » Madame Dubois est vivante. Le visage d'Antoine de Vérac se durcit, la reconnaissance éclaira son regard, suivi d'une froide fureur. L'agent de sécurité Moreau. « Je pensais que la direction de la clinique vous avait clairement expliqué la situation. Votre contrat est suspendu, vous n'avez rien à faire ici. » Et il se tourna vers 2 hommes massifs, en costume, qui assuraient discrètement la sécurité. Raccompagner cet homme à la sortie, Julien ne résista pas quand ils s'approchèrent, il ne se débattit pas, il laissa leurs mains se poser sur ses bras, ferme professionnel. Il avait fait ce qu'il avait à faire, mais alors qu'il l'entraînait, il jeta un dernier regard par-dessus son épaule, vers le cercueil qui recommençait sa lente descente. La défaite était totale, amère. Il avait sacrifié son travail, sa réputation pour rien. Le système était trop lourd, trop puissant. Il avait échoué. Et dans ce cercueil, une femme allait être enterrée vivante parce que personne n'avait voulu l'écouter. La décision, impossible, avait été prise, et la conséquence était ce sentiment de vide absolu qui le rongeait tandis que les grilles du cimetière se refermaient derrière lui. Astérisque, 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 une semaine plus tôt, l'appartement de Julien sentait le café et le pain grillé. C'était un petit 2 pièces au 5e étage sans ascenseur d'un immeuble du 19e arrondissement, avec vue sur une cour intérieure où le linge séchait même en automne. L'espace était optimisé au centimètre près. Le canapé-lit de Julien était encore défait, le bureau sur lequel il posait son ordinateur portable servait aussi de table à manger. Mais tout était propre, ordonné, c'était leur forteresse. À cet âge 15, la routine était immuable. Léa, 6 ans, sortait de sa petite chambre, les cheveux blonds en bataille, traînant une peluche de lapin à l'oreille élimée. Elle ne parlait pas avant d'avoir eu son bol de chocolat chaud. Julien le lui tendait en silence, un petit rituel qui commençait leur journée. Il était déjà habillé de son uniforme sobre.
Pantalon noir, polo gris siglé d'une discrète entreprise de sécurité privée. « Papa, on est mercredi ?» demanda Léa, la voix encore pâteuse de sommeil. « Oui, mon cœur. Mercredi, tu as piscine aujourd'hui, n'oublie pas ton maillot. » Il avait déjà préparé son sac, le maillot de bain rose, la serviette, le bonnet. Il vérifia une dernière fois, il ne fallait rien oublier. L'école était stricte sur ces détails. Pendant qu'elle buvait son chocolat en regardant un dessin animé à la télévision, le son au minimum, Julien préparait son astérisque panier repas astérisque. Un sandwich, une pomme, une petite bouteille d'eau. La cantine coûtait cher, chaque euro comptait. Leur appartement n'était pas luxueux, mais il était rempli de preuves de leur vie à deux. Les dessins de Léa étaient punaisés sur le réfrigérateur. Ses livres étaient rangés sur une étagère basse à sa hauteur. Sur le mur du salon, une seule grande photo encadrée. Léa bébé, dans les bras de sa mère, souriante, avant que la maladie ne l'emporte 3 ans plus tôt. Julien y jetait rarement un regard direct, mais sa présence était une encre silencieuse dans leur quotidien. À 8h05, il était temps de partir. Il aida Léa à enfiler son manteau, à remonter la fermeture éclair jusqu'en haut. Il s'accroupit pour refaire le lacet de l'une de ses baskets. Bien serré, sinon tu vas tomber dans la cour. Elle posa sa petite main sur son épaule pour garder l'équilibre, un geste de confiance totale qui serrait le cœur de Julien à chaque fois. Le trajet jusqu'à l'école était court, 10 minutes à pied. Ils se tenaient la main. Léa lui racontait des bribes de rêves, des histoires de l'école, des disputes pour un crayon de couleur. Julien écoutait attentivement. Ces 10 minutes étaient précieuses, une bulle de normalité avant qu'il ne parte pour son propre monde, un monde de silence, de couloirs feutrés et d'écrans de surveillance. Devant le portail de l'école, il s'accroupit de nouveau pour être à sa hauteur. « Sois sage, ma puce, écoute bien la maîtresse. »« Oui, papa. » Elle lui fit un bisou rapide sur la joue, l'odeur du chocolat encore sur son souffle, et courut rejoindre ses amis sans un regard en arrière. Julien la regarda disparaître dans le brouhaha de la cour de récréation. Il resta là un instant, jusqu'à ce que la cloche sonne et que la grille se referme. Ce n'est qu'alors qu'il se retourna et se dirigea vers la station de métro, son visage reprenant une expression neutre, professionnelle. Il était Julien Moreau, agent de sécurité. Un homme invisible dont le travail consistait à regarder, à noter et surtout à ne pas déranger. Sa vie simple et digne tenait à ce fil, sa ponctualité, sa discrétion, et le salaire qui tombait le 28 de chaque mois, celui qui payait le loyer et le chocolat chaud de Léa. Astérisque, 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 la clinique privée où travaillait Julien n'était pas un hôpital. C'était un hôtel particulier dans le 16e arrondissement, transformé en résidence médicalisée de très haut standing. Pas d'enseigne, juste une porte cochère massive en bois sculpté et une petite plaque de laiton gravé, résidence Alma. Julien y prenait son service à 9h00 précise. Il passait son badge, saluait d'un signe de tête son collègue de la nuit, et s'installait dans le poste de sécurité, une petite pièce sans fenêtre près de l'entrée de service. Son univers était un mur d'écrans affichant en temps réel les images des caméras de surveillance, les couloirs, les jardins, le rôle d'entrée, les accès au parking. C'était un travail de patience et de solitude. Il devait consigner chaque entrée, chaque sortie, chaque livraison dans un registre numérique. Madame Hélène Dubois était la résidente la plus importante. Elle occupait tout le dernier étage, transformé en un appartement luxueux, avec son propre personnel médical. Julien ne la voyait que rarement sur les moniteurs. Une silhouette frêle dans un fauteuil roulant, poussée par une infirmière sur la terrasse privée. Elle ne parlait jamais. Son visage était un masque d'immobilité, conséquence d'une maladie neurologique rare et dégénérative. Pourtant, parfois, en zoomant sur l'image haute définition, Julien avait l'impression de voir une lueur de conscience dans ses yeux. Un bref éclat de lucidité vite disparu. Les premières fissures dans cette routine immuable apparurent discrètement. Depuis quelques semaines, les visites d'Antoine de Vérac s'étaient intensifiées. Auparavant, il venait une fois par mois, une visite de pure forme qui durait rarement plus de 20 minutes. Maintenant, il était là 2 ou 3 fois par semaine, et il ne venait plus seul. Il était accompagné d'avocats en costume sombre, de notaires transportant de lourdes serviettes. Julien les enregistrait dans son registre. Maître Pélissier, Maître Girard. Ils montaient à l'étage de Madame Dubois et n'en redescendaient que des heures plus tard, leurs visages fermés impénétrables. Le personnel médical aussi semblait plus tendu. Les infirmières qui s'occupaient de Madame Dubois, d'habitude souriante, avaient les traits tirés. Julien entendait des bribes de conversation à la machine à café. Le nouveau protocole, le docteur Renaud a insisté,
Le docteur Renaud était une nouvelle tête, un spécialiste renommé, amené par Antoine de Vérac pour superviser les soins de sa grand-tante. L'ancien médecin traitant, le docteur Fournier, un homme doux et âgé qui la suivait depuis des années, avait été poliment remercié. Un jour, en faisant sa ronde, Julien croisa une des aides-soignantes, une jeune femme nommée Sarah qui avait les yeux rouges. Elle triait du linge dans une buanderie. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement. Elle sursauta, essuyant rapidement ses joues. « Oui, oui, c'est juste, la fatigue », mais son regard disait autre chose, il y avait de la peur. « Il change tout », murmura-t-elle comme pour elle-même. Les dosages, les soins, le docteur Renaud dit que c'est pour son confort, pour la préparer à la fin. Cette phrase resta dans l'esprit de Julien, astérisque la préparer à la fin astérisque. Il y avait quelque chose de froid, de méthodique dans cette expression. Ce n'était plus une question de la maintenir en vie, mais de gérer sa mort. Quelques jours plus tard, une nouvelle directive arriva par un mail de la direction, à la demande de la famille de Vérac. L'accès au dernier étage était désormais restreint. Seul le personnel médical autorisé par le docteur Renaud et monsieur de Vérac pouvait y monter. Même le directeur de la clinique devait annoncer sa venue. C'était une mise sous cloche. Julien, assis devant ses moniteurs, sentait un malaise grandir. Il observait l'écran qui montrait le couloir menant à l'appartement de Madame Dubois. La porte restait obstinément close. Il ne la voyait plus du tout sur la terrasse. C'était comme si elle avait déjà disparu. Le silence qui émanait de cet étage était devenu plus lourd, plus définitif. La normalité s'était fissurée, et à travers ces brèches, il sentait le froid d'une décision déjà prise par d'autres, loin des regards, dans le confort feutré des bureaux d'avocats et des cabinets médicaux. Astérisque 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 le mardi 9 octobre, à 11h22, le premier coup tomba. L'appel vint directement du téléphone interne de l'étage de Madame Dubois. C'était la voix calme et posée du docteur Renaud. « Agent Moreau, ici le docteur Renaud, veuillez faire monter monsieur de Vérac, il attend dans le rôle. Et prévenez la direction que je souhaite leur parler. » C'est au sujet de Madame Dubois. Julien exécuta les ordres. Il regarda sur le moniteur Antoine de Vérac traverser le rôle, son visage composé en un masque de tristesse approprié. Il monta dans l'ascenseur privé. 5 minutes plus tard, le directeur de la clinique, monsieur Leroux, sortit de son bureau en hâte, ajustant sa cravate et monta à son tour. Julien resta devant ses écrans, le cœur serré. Il savait ce que cela signifiait. Il zooma sur la caméra du couloir du dernier étage. La porte de l'appartement s'ouvrit. Le docteur Renaud apparut, puis monsieur Leroux, puis Antoine de Vérac. Leurs visages étaient graves. Ils se serrèrent la main. Un accord silencieux. 1 heure plus tard, un e-mail officiel fut envoyé à tout le personnel de la clinique. C'est avec une grande tristesse que nous vous informons du décès de notre résidente, Madame Hélène Dubois, survenue ce matin à 11h15. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches. La machine administrative se mit en marche avec une efficacité redoutable. Les pompes funèbres furent appelées. 2 hommes discrets arrivèrent avec une housse mortuaire. Julien dut les enregistrer et leur ouvrir l'accès de service. Tout était protocolaire, froid, impersonnel. Il regarda sur l'écran la porte de l'appartement s'ouvrir une dernière fois. Il vit la forme longue et immobile être emportée sur un brancard. Puis la porte se referma, le dernier étage était maintenant vide, le travail de Julien aurait dû s'arrêter là. Mais le protocole de sécurité exigeait qu'il archive les enregistrements des dernières 24 heures pour tout incident ou événement notable. C'était une tâche de routine. Il s'assit devant son ordinateur, lança la lecture des fichiers vidéo de la caméra du salon privé de Madame Dubois. Il faisait défiler les images en accéléré. Les infirmières, le docteur Renaud, les soins du matin, rien d'anormal. Puis il arriva à l'heure du décès, 11h15. Il vit le docteur Renaud ausculter Madame Dubois, vérifier ses pupilles avec une petite lampe, puis se tourner vers Antoine de Vérac et hocher la tête. L'heure fut notée. Le constat de décès fut signé. Julien continua à regarder, par conscience professionnelle. Il regarda les images après le départ du médecin et du neveu, quand Madame Dubois était seule dans la pièce, allongée sur son lit médicalisé, en attendant les pompes funèbres. La pièce était silencieuse, baignée par la lumière grise de la fenêtre, et c'est là qu'il le vit. À 11h48, soit plus de 30 minutes après le décès officiellement déclaré, c'était infime, presque rien. Un battement de paupières, pas un spasme, pas un réflexe post-mortem, un mouvement lent, délibéré, presque imperceptible. Sa paupière droite s'était soulevée de quelques millimètres, puis était retombée.
Julien arrêta l'image, il rembobina, il repassa la séquence au ralenti, 1 fois, 2 fois, 10 fois, il n'y avait aucun doute, c'était là un signe de vie, ténu, fragile mais indéniable, son sang se glaça. Il attrapa le téléphone et appela son supérieur direct, le chef de la sécurité, Monsieur Duval. « Duval, ici Moreau, il y a un problème concernant Madame Dubois, un problème grave. » « Et qu'est-ce que c'est, Moreau ? » « La famille est encore là, ne faites pas de vagues. Je viens de vérifier les enregistrements, elle a bougé, après l'heure du décès, j'en suis certain. » Il y eut un long silence à l'autre bout du fil, puis la voix lasse de Duval. « Moreau, écoutez-moi. Les médecins ont fait leur travail, ce sont des professionnels, ce que vous avez vu c'est un spasme musculaire, ça arrive tout le temps, n'allez pas créer un incident diplomatique pour rien. Classez votre rapport et oubliez ça, c'est un ordre. » La communication fut coupée. Julien resta là, le combiné à la main, le regard fixé sur l'image figée à l'écran. L'image d'un visage immobile qui, il en était sûr, abritait encore une conscience prisonnière, un ordre, oubliez ça. Mais il ne pouvait pas. Ce petit battement de paupières avait fait de lui le seul gardien d'un secret terrible. Astérisque, astérisque, astérisque. Le lendemain matin, Julien arriva au travail avec une boule au ventre. Il avait à peine dormi. L'image de la paupière de Madame Dubois tournait en boucle dans sa tête. Il ne pouvait pas obéir à l'ordre de Duval, c'était impossible, sa conscience le lui interdisait. Sa première action fut de sauvegarder la séquence vidéo sur une clé USB personnelle qu'il glissa dans sa poche. C'était une violation du règlement, mais c'était sa seule preuve. Ensuite, il rédigea un rapport d'incident formel, décrivant précisément ce qu'il avait vu avec l'heure exacte. Il l'imprima en 2 exemplaires, il tenta d'abord de parler à nouveau à son supérieur. Il attendit Monsieur Duval près de la machine à café. « Monsieur Duval, j'ai rédigé un rapport, il faut que vous le lisiez. C'est important. » Duval prit le papier, le survola à peine et le lui rendit avec un soupir exaspéré. « Moreau, je vous ai dit de laisser tomber, vous cherchez des ennuis. La famille de Vérac est notre plus gros client. Vous voulez que toute notre entreprise perde le contrat à cause de votre imagination ? Ce n'est pas mon imagination, c'est sur la vidéo. Alors effacez la vidéo et oubliez-la. C'est votre dernière chance. » Le ton n'était sans appel, Julien comprit que ce mur serait infranchissable, il tenta une autre approche, il se rendit au secrétariat du docteur Renaud, la secrétaire, une femme au chignon strict, le toisa de haut. « Le docteur Renaud est extrêmement occupé, il ne reçoit pas sans rendez-vous, c'est au sujet de Madame Dubois, c'est une urgence. Madame Dubois est décédée, monsieur, il n'y a plus d'urgence. » Elle retourna à son ordinateur, signifiant que la conversation était terminée. Julien ne se découragea pas. Il envoya un e-mail au directeur de la clinique, Monsieur Leroux, avec son rapport en pièces jointes. Il expliqua la situation de la manière la plus factuelle et respectueuse possible, demandant simplement une vérification. La réponse arriva moins d'1 heure plus tard. Elle n'était pas de Monsieur Leroux, mais du service des ressources humaines. Objet, rappel au règlement intérieur. Monsieur Moreau, nous accusons réception de votre communication non sollicitée. Nous vous rappelons que votre contrat de travail vous soumet à un devoir de discrétion et de respect de la chaîne hiérarchique. Le harcèlement du personnel médical et de la direction constitue une faute grave. Toute nouvelle initiative de votre part entraînera des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement. Le cerco se resserrait, chaque porte qu'il poussait se refermait sur lui avec plus de force. On ne le traitait pas comme un lanceur d'alerte, mais comme un employé dérangeant, un grain de sable dans une mécanique bien huilée. Il sentait le poids du système s'abattre sur lui. Il n'était personne, juste un agent de sécurité. Sa parole ne valait rien face à celle d'un médecin réputé, d'une famille puissante, d'une institution protégeant sa réputation. Il rentra chez lui ce soir-là avec un sentiment d'impuissance. Il essaya de jouer avec Léa, de lui lire une histoire, mais son esprit était ailleurs. Il regardait sa fille, si pleine de vie, et pensait à cette femme, prisonnière d'un corps immobile, que le monde avait déjà condamnée. Le lendemain, en arrivant au travail, une note l'attendait sur son bureau. C'était un avis de mise à pied conservatoire. Il était suspendu de ses fonctions, avec effet immédiat, dans l'attente d'une enquête sur son comportement inapproprié. Il devait rendre son badge et quitter les lieux sur le champ. Il vida son casier en silence, sous le regard gêné de son collègue. Il n'y avait pas grand-chose. Une tasse, une photo de Léa, un livre de poche. En sortant par la porte de service, il croisa Antoine de Vérac qui arrivait pour régler les derniers détails administratifs. Leurs regards se croisèrent. Il n'y avait aucune haine dans les yeux de Vérac. Juste une froide indifférence.
Le regard que l'on porte à un insecte qu'on vient d'écraser sans même s'en rendre compte. Julien ne dit rien. Il garda la tête haute et continua son chemin, la clé USB pesant lourdement dans sa poche. Il avait tout perdu, mais il n'avait pas encore renoncé. Astérisque, 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 les 2 jours qui suivirent furent un long tunnel de silence et d'angoisse. Julien était à la maison, officiellement suspendu, pratiquement licencié. Le téléphone ne sonnait pas, ses emails restaient sans réponse. Le monde extérieur continuait de tourner, ignorant le drame qui se jouait dans son petit appartement et, il en était convaincu, dans un tiroir réfrigéré de la morgue. Il passait ses journées à chercher une solution. Il appela un service d'aide juridique gratuit. Une voix fatiguée lui expliqua que sans preuve matérielle irréfutable, sa plainte contre un médecin pour faux constat de décès serait classée sans suite. La vidéo, elle avait été obtenue en violation de son contrat de travail, elle serait probablement irrecevable. Il contacta anonymement un journaliste d'un grand quotidien parisien. L'homme l'écouta poliment, mais sans témoignage médical pour appuyer ses dires, l'histoire était trop mince, trop risquée. Une source anonyme contre la famille Dubois. Vous comprenez, c'est compliqué. Le soir, il s'efforçait de maintenir une façade de normalité pour Léa. Il lui faisait ses plats préférés, l'aidait pour ses devoirs, regardait des dessins animés avec elle. Mais il était distant, son esprit absorbé par le compte à rebours qui s'égrenait. L'avis de décès était paru dans le Figaro. Les funérailles d'Hélène Dubois auraient lieu le vendredi 14 octobre, au cimetière du Père-Lachaise. Le vendredi, il ne lui restait qu'1 jour. Le jeudi soir fut le point le plus bas. Il avait épuisé toutes les options. Le système avait gagné. Il était assis dans le salon plongé dans le noir, la seule lumière provenant des phares des voitures qui balayaient le plafond. Le sentiment d'échec était écrasant. Il avait non seulement échoué à sauver cette femme, mais il avait aussi mis en péril l'avenir de sa propre fille. Comment allait-il payer le loyer le mois prochain? Comment retrouver un travail, avec un licenciement pour faute grave sur son dossier? Il sentit une petite main se poser sur son bras. Léa se tenait à côté de son fauteuil, sa peluche de lapin serrée contre elle. Elle ne portait pas son pyjama habituel, mais ses vêtements de la journée. Elle ne lui avait pas demandé pourquoi il ne l'avait pas mise au lit. « Papa, pourquoi tu es triste ?» Sa voix était un murmure dans le silence. Julien ne put répondre tout de suite. Il se contenta de lui caresser les cheveux. « C'est le travail, mon cœur, des soucis d'adulte. Tu as fait une bêtise ?» La question si simple, si directe, le frappa en plein cœur. Une bêtise, aux yeux du monde, oui. Il avait désobéi, il avait enfreint les règles, il avait perdu son travail. C'était la définition même d'une bêtise pour un père de famille responsable. Il regarda sa fille, ses grands yeux qui le fixaient avec une confiance absolue. Dans quelques années, elle comprendrait. Elle saurait qu'il avait été licencié. Que dirait-il alors? Qu'il avait vu une injustice, une chose terrible, et qu'il avait choisi de se taire pour garder son emploi, qu'il avait laissé une personne mourir par peur des conséquences. Léa sembla sentir son trouble. Elle quitta la pièce et revint un instant plus tard, tenant un de ses dessins. C'était un bonhomme bâton avec un grand sourire, tenant la main d'un autre bonhomme bâton plus petit. Au-dessus, le soleil brillait. « C'est nous, dit-elle simplement, en lui tendant le papier. Toi, tu es le grand, tu es le super-héros. » Julien prit le dessin, ses doigts tremblaient légèrement. Un super-héros, il était tout le contraire. Il était un homme vaincu, paralysé par la peur. Mais en regardant ce dessin, en regardant le visage de sa fille, quelque chose bascula en lui. La peur ne disparut pas, mais elle fut supplantée par une autre force plus puissante, la honte de ne pas être l'homme que sa fille croyait qu'il était. Il ne s'agissait plus seulement de sauver Hélène Dubois. Il s'agissait de se sauver lui-même, de préserver la seule chose qui lui restait, son intégrité, la capacité de se regarder dans le miroir et de pouvoir dire à sa fille, un jour, qu'il avait fait ce qui était juste, peu importe le prix. Il se leva, alluma la lumière, et son visage n'était plus celui d'un homme abattu. C'était celui d'un homme qui avait pris une décision. Il n'allait pas se battre contre le système, il allait le contourner. Il n'allait pas convaincre les puissants, il allait créer une situation où il n'aurait plus le choix. « Va mettre ton pyjama, ma puce », dit-il d'une voix douce mais ferme. « Demain, papa a quelque chose de très important à faire. » Astérisque, 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 la décision de Julien n'était pas un acte de rébellion spectaculaire. C'était un choix silencieux, fait dans la pénombre d'un salon de banlieue. Le choix de sacrifier sa sécurité pour sa conscience. Il ne s'agissait pas de gagner, mais de ne pas se perdre. La nuit fut courte. Il ne dormit pas. Il prépara méthodiquement sa journée du lendemain. Il appela sa voisine, Madame Fournier, une retraitée bienveillante qui gardait parfois Léa.
Il lui expliqua qu'il avait un entretien d'embauche imprévu et très important, et lui demanda si elle pouvait emmener Léa à l'école et la récupérer le soir. Il insista pour lui laisser de l'argent pour le déjeuner et le goûter. Il voulait s'assurer que, quoi qu'il arrive, la journée de sa fille serait aussi normale que possible. Puis il s'assit à son bureau. Il prit une feuille de papier et écrivit une lettre. Ce n'était pas une lettre de menace ou d'accusation, c'était un simple exposé des faits. Je sous-signais, Julien Moreau, certifie avoir été témoin d'un signe de vie de Madame Hélène Dubois le 9 octobre à 11h48. Je joins à ce témoignage une copie de l'enregistrement vidéo correspondant. Il imprima plusieurs copies, il prépara ensuite la clé USB. Il y copia le fichier vidéo et un document texte contenant la chronologie des événements, son signalement, les réponses de sa hiérarchie, de la direction des RH. Il mit la clé et une copie de sa lettre dans une petite enveloppe. Il regarda ses vêtements, son uniforme était hors de question, il choisit sa meilleure tenue. Une chemise blanche repassée avec soin, un pantalon de toile sombre, et son unique manteau propre. Il voulait avoir l'air crédible, pas désespéré. Il voulait avoir l'air d'un citoyen, pas d'un fauteur de troubles. Chaque détail comptait. Il se rasa de près, il se regarda dans le miroir. Le visage qui lui faisait face était fatigué, les cernes étaient profonds, mais le regard était clair. Il n'y avait plus d'hésitation. Au petit matin, il réveilla Léa comme d'habitude. Il lui prépara son chocolat chaud, s'assura qu'elle mangeait bien. Il lui expliqua que Madame Fournier allait l'emmener à l'école. « Tu ne peux pas venir, papa ?» demanda-t-elle, une pointe d'inquiétude dans la voix. « Pas aujourd'hui, mon trésor, j'ai quelque chose à faire, mais je penserai à toi toute la journée. » Il la serra fort dans ses bras, plus longtemps que d'habitude. Il respirait l'odeur de ses cheveux, s'imprégnant de cette innocence qu'il se battait pour préserver, en lui et en lui-même. Après avoir confié Léa à sa voisine, il retourna dans l'appartement vide. Le silence était pesant. Il prit l'enveloppe, son portefeuille, ses clés. Il n'emporta rien d'autre, pas de téléphone, pas de distraction, juste sa détermination. En sortant de l'immeuble, il ne se dirigea pas vers le métro. Il alla au bureau de poste du quartier. Il envoya une des enveloppes contenant sa lettre et une copie de la clé USB à l'adresse du procureur de la République de Paris, en lettre recommandée avec accusé de réception. C'était une assurance, une trace officielle qui existerait en dehors de lui, puis il prit le métro, ligne 3, direction Père-Lachaise. Il savait qu'il allait vers une confrontation publique, vers l'humiliation probable, peut-être même l'arrestation. Il savait qu'il allait brûler le dernier pont qui le reliait à sa vie d'avant, mais en s'asseyant dans la rame qui traversait Paris, il se sentit étrangement calme. Il avait fait le choix de ne pas se briser. Et ce choix, personne ne pouvait le lui enlever. Astérisque, 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 il arriva au Père-Lachaise bien avant le début de la cérémonie. Il entra comme un simple visiteur, se mêlant aux quelques touristes et aux Parisiens venus se recueillir. Il repéra facilement le caveau de la famille Dubois, près de l'allée principale. Des employés des pompes funèbres étaient déjà là, installant des chaises pliantes et un petit dais de velours noir. Julien se posta à une distance respectueuse, derrière un monument funéraire qui lui offrait une relative discrétion. De là, il pouvait tout voir. Il attendit. L'attente était une partie du plan. Il devait agir, au dernier moment, quand l'acte serait sur le point de devenir irréversible. Peu à peu, les invités arrivèrent, des hommes et des femmes en noir, descendant de berlines aux vitres teintées. Des visages connus du monde des affaires, de la politique. Puis vint Antoine de Vérac, le visage grave, parfait dans son rôle de neveu éploré. Il saluait les invités, recevait les condoléances avec une dignité sobre. Le corbillard arriva enfin. Le cercueil d'acajou fut déchargé et placé au-dessus de la tombe ouverte. La cérémonie commença. Julien écoutait les mots du prêtre, le cœur battant à un rythme lent et lourd. Il sentait le regard des agents de sécurité privés qui balayaient la foule. Il resta immobile, se faisant le plus petit possible. Le moment arriva, la fin de la prière. Le signe de tête d'Antoine de Vérac au porteur. C'était maintenant ou jamais. Julien sortit de sa cachette. Il marcha d'un pas délibéré, non vers Antoine, non vers le prêtre, mais vers le bord de la foule, là où se tenaient 2 gendarmes en uniforme, présents par procédure standard pour une personnalité de ce rang. Il s'approcha de l'un d'eux, le plus jeune. « Mon capitaine, dit-il d'une voix basse mais claire, utilisant un grade respectueux, je dois interrompre cette cérémonie. J'ai des raisons de croire qu'un crime est sur le point d'être commis. » Le gendarme le regarda surpris. « Un crime, monsieur, veuillez circuler. » C'est à ce moment que Julien prononça les mots qui firent basculer la scène. Pas pour la foule, mais pour la loi. Arrêtez. Son cri, plus fort cette fois, fit se retourner tout le monde,
Et la scène se déroula comme il l'avait redouté et espéré. L'interpellation d'Antoine, l'arrivée des gardes du corps. Mais cette fois, il y avait un élément nouveau, les gendarmes. Alors que les agents de sécurité d'Antoine le saisissaient, Julien ne se débattit pas. Il tendit l'enveloppe qu'il tenait à la main au jeune gendarme. « Article 40 du Code de procédure pénale », dit-il calmement, sa voix portant clairement. « En tant que fonctionnaire, vous avez l'obligation de recevoir cette dénonciation. Elle contient la preuve que la personne dans ce cercueil est vivante. Refuser serait une obstruction à la justice. » La vérité venait d'entrer dans la pièce, pas comme une opinion, mais comme une procédure légale. Le jeune gendarme, pris au dépourvu, regarda son supérieur, un homme plus âgé, un adjudant-chef. L'avocat de la famille s'approcha furieux. « Gendarme, cet homme est un employé mécontent et déséquilibré, expulsez-le. » Mais l'adjudant-chef fronça les sourcils. Les mots article 40 et d'obstruction à la justice avaient eu leur effet. Il était maintenant impliqué. Ignorer la plainte pouvait avoir des conséquences pour sa propre carrière. Il fit un pas en avant, créant une barrière entre Julien et les gardes du corps d'Antoine. « Un instant, dit-il d'une voix autoritaire. Monsieur, votre nom ? Julien Moreau. Et quelle est cette preuve ? » Julien regarda le cercueil suspendu au-dessus du vide. « La preuve est à l'intérieur. Je demande, en tant que citoyen, la vérification de l'état du corps avant l'inhumation. C'est mon droit. Et c'est votre devoir. » Un silence de mort s'abattit sur l'assemblée. Antoine de Vérac devint livide. « C'est grotesque, c'est une profanation. Vous n'allez pas écouter ce fou ?» Mais le pouvoir venait de changer de main. Il n'était plus entre celles d'Antoine, mais entre celles de l'adjudant-chef, qui se trouvait face à un choix public et irréversible. Ignorer la demande et risquer une enquête interne, ou l'accepter et provoquer un scandale. Il choisit la prudence, la procédure. « Nous devons vérifier, dit-il sobrement à Antoine. Ouvrez le cercueil. » L'ordre fut comme un coup de tonnerre. L'avocat protesta, Antoine hurla presque, mais le gendarme resta inflexible. Sous le regard médusé de l'élite parisienne, les employés des pompes funèbres, après un signe de tête de l'adjudant, utilisèrent un outil pour desceller le couvercle. Le bruit sec du bois qui se séparait résonna dans le silence. Le couvercle fut soulevé, tous les regards convergèrent vers l'intérieur. Pendant une seconde, il n'y eut rien. Juste le visage pâle et cireux d'Hélène Dubois, les yeux clos. Julien sentit une vague de doute le submerger. Et s'il s'était trompé? Puis une femme dans la foule poussa un cri étranglé. Un autre halta. Dans le silence glacial du cimetière, les yeux d'Hélène Dubois s'ouvrirent lentement. Ils étaient hagards, confus, mais ils étaient incontestablement ouverts. Une larme roula doucement sur sa tempe. Elle était vivante. Astérisque, la suite fut un chaos maîtrisé. Les gendarmes établirent immédiatement un périmètre de sécurité. Le SAMU fut appelé en urgence. Hélène Dubois, enveloppée dans des couvertures, fut transportée avec d'infinies précautions vers une ambulance qui fendit la foule des curieux et des journalistes qui commençaient déjà à affluer. Julien fut emmené à l'écart, dans un fourgon de gendarmerie. Il n'était pas en état d'arrestation, mais retenu pour témoignage. Il passa les 6 heures suivantes dans un bureau anonyme d'un commissariat, à répondre à des questions, à raconter encore et encore son histoire à des inspecteurs au visage impassible. Il leur donna la clé USB. Ils prirent sa déposition, tout était factuel, clinique, personne ne le remercia, personne ne le félicita, il n'était qu'une pièce dans une procédure judiciaire qui venait de s'ouvrir. Quand il fut enfin autorisé à partir, la nuit était tombée. Son nom était dans les journaux télévisés, mais son visage, non. On parlait de l'intervention d'un ancien agent de sécurité. Il était déjà en train de redevenir un anonyme. Il récupéra Léa chez sa voisine, qui le regarda avec un mélange de pitié et de curiosité. Elle avait vu les informations. Les semaines qui suivirent furent difficiles. La clinique le licencia officiellement pour faute grave, violation de la confidentialité et préjudice d'image. L'entreprise de sécurité le mit sur une liste noire officieuse. Trouver un nouvel emploi dans son domaine devint impossible. Il dut s'inscrire à Pôle emploi, remplir des formulaires, justifier le trou dans son CV. L'enquête sur Antoine de Vérac et le docteur Renaud commença. Les avocats s'en mêlèrent, ce serait long, complexe. Julien fut convoqué plusieurs fois par le juge d'instruction, il répéta son témoignage encore et toujours. Antoine de Vérac, grâce à une armée d'avocats, resta en liberté, sous contrôle judiciaire. Il n'y a tout parlant d'une erreur médicale tragique. Julien ne reçut aucune récompense, aucune aide financière. La famille Dubois, via un cabinet d'avocats suisses où Hélène était en convalescence, lui fit parvenir une lettre de remerciement formelle et froide. Pas de contact direct,
pas de proposition d'aide. Il avait servi son but, il était redevenu invisible, le coût de sa décision était tangible, c'étaient les factures qui s'accumulaient sur la table de la cuisine. C'était l'inquiétude, dans ses yeux, quand il regardait Léa dormir. C'était la solitude d'un homme qui avait eu raison contre tous, mais que le monde avait laissé sur le bord de la route. Il avait gagné la bataille morale, mais il avait perdu la guerre de la survie quotidienne. La victoire avait un goût de cendre. Il n'y avait pas de fin parfaite, pas de justice immédiate, juste la réalité, dure et sans concession. Il avait fait ce qui était juste et maintenant, il devait en payer le prix seul. Astérisque, 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 3 mois plus tard, un après-midi de janvier glacial et gris. La neige fondue salissait les trottoirs de Paris. Julien sortait d'un énième entretien d'embauche pour un poste de magasinier de nuit. Ça ne s'était pas bien passé, son ancien employeur n'avait pas donné de bonnes références. Il marchait pour aller chercher Léa à l'école, le col de son manteau relevé, il se sentait là. Le fond de ses économies diminuait dangereusement. Il avait commencé à vendre quelques livres, de vieux objets, pour gagner un peu d'argent. Il arriva devant l'école juste au moment où la cloche sonnait. Le flot d'enfants joyeux et bruyants se déversa dans la rue. Léa le vit et courut vers lui, son cartable rebondissant sur son dos. Elle lui sauta dans les bras. « Papa, on a fait de la peinture aujourd'hui. » Il la serra contre lui, fermant les yeux un instant. L'odeur de la craie et de l'innocence, c'était la seule chose qui comptait. « C'est super, ma puce, tu me montreras ça à la maison. » Ils commencèrent à marcher, main dans la main. Le chemin du retour était devenu leur rituel le plus précieux. Ils passèrent devant un kiosque à journaux. Sur la couverture d'un magazine en grand format, le visage d'Hélène Dubois. Elle était assise dans un fauteuil, dans un jardin enneigé en Suisse. Le titre disait « La miraculée ». Hélène Dubois parle pour la première fois. Léa s'arrêta et pointa le magazine du doigt. « Papa, regarde. C'est la dame pour qui tu t'es fait du souci ?» Julien regarda la photo. Le visage de la milliardaire était encore frêle, mais il y avait une lueur de vie dans ses yeux, une lueur qu'il avait été le seul à voir sur un écran de surveillance. Il ne ressentit ni fierté, ni amertume. Juste un sentiment de distance, comme si tout cela était arrivé à quelqu'un d'autre, dans une autre vie. Il ne répondit pas. Il se contenta de hocher la tête et de serrer un peu plus fort la petite main dans la sienne. Ils continuèrent leur chemin. Au lieu de rentrer directement, il la conduisit au petit square du quartier. Il faisait froid, mais le parc était presque vide. Il s'assit sur un banc gelé et la regarda courir vers les balançoires. « Pousse-moi, papa !» Haut, très haut, il se leva et se plaça derrière elle. Il posa ses mains sur son petit dos et commença à la pousser. Doucement d'abord, puis de plus en plus fort. À chaque poussée, elle montait un peu plus haut, ses jambes se balançant dans le vide, son rire cristallin éclatant dans l'air froid de l'hiver. Julien la regardait s'élever vers le ciel gris, son visage tourné vers le haut, plein d'une joie pure et insouciante. Il ne pensait plus au licenciement, aux factures, à l'avenir incertain. Il regardait simplement sa fille, et dans son rire, dans ce mouvement simple et répétitif, il trouva sa réponse. C'était ça sa récompense, pas la reconnaissance du monde, pas l'argent, pas la justice. Juste ce moment, juste ce rire, le son de la vie qui continuait.